Imaginez ceci, le grand-père de Kiefer Sutherland, oui, l'acteur n'est pas seulement un visage perdu dans un album familial. C'est l'homme qui, parti d'un lit d'hôpital d'enfants menace d'amputation, affronte des médecins en grève, une machine politique entière et la peur viscérale du mot « socialisme » pour planter au cœur du Canada l'idée la plus intime qui soit, quand votre corps lâche, l'argent ne devrait jamais décider si vous vivez ou si vous souffrez. Ce nom, vous le connaissez peut-être à moitié, comme une rumeur de couloir de lycée, Tommy Douglas. Aujourd'hui, on va l'accompagner de l'ombre à la lumière, et, oui, on ouvrira aussi ses tiroirs les plus dérangeants, là où reposent des notes qu'il aurait préféré raturer. Mais pas tout de suite. D'abord, laissez-vous happer par la poussière des prairies, par l'odeur âcre du charbon et des salles paroissiales, par le bruit sourd d'un marteau sur un poteau télégraphique quand on électrifie un village, et par le claquement sec d'une porte d'hôpital qui s'ouvre sur quelqu'un qui n'a pas les moyens de la franchir. On commence à Falkirk, en Écosse, automne 1904. Un bébé vient au monde dans un pays de brume et de chantier, un pays où la pluie lave les trottoirs mais pas les mains calleuses. En 1910, la famille prend le large. Ce n'est pas à gloire qui les appelle, c'est la promesse d'une plaine sans fin. Winnipeg les accueille, avec ses hivers qui mordent jusqu'à l'os et ses aides qui font trembler l'air au-dessus des rails. Le petit Tommy court, tombe, se relève, comme tous les enfants sauf que, et c'est là que la caméra s'approche, la douleur dans sa jambe ne passe pas. Un diagnostic, ostéomyélite. Un mot trop lourd pour un enfant trop maigre. Les médecins parlent bas, la mère serre les dents. À cette époque, amputer, c'est parfois la seule solution. Et c'est exactement là que se joue, littéralement, l'angle mort d'une vie. Un chirurgien accepte d'opérer gratuitement si les étudiants peuvent observer. Imaginez le vieux amphithéâtre, le métal froid, la tension, la lumière oblique. La scie ne chantera pas ce jour-là. La jambe reste. Et, dans la tête de l'enfant, une graine. La médecine ne devrait pas être une loterie où votre billet, c'est votre porte-monnaie. Ce souvenir colle à la peau plus que la cicatrice. Il grandit, la Première Guerre mondiale éclatée, la famille repart un temps en Écosse, revient au Canada, un va-et-vient qui aiguise. Le regard, on voit mieux la misère quand on l'a quittée, on la reconnaît quand on y revient. Sur les bancs de Brandon College, il se forge une colonne vertébrale, on y enseigne la parole, le texte, la responsabilité. Les salles sont petites, mais les idées débordent. La religion, pour lui, n'est pas un refuge, mais un tremplin. Ce qu'on appelle ici l'évangile social, mettre les mots, justice, dignité, et, prochain, au diapason des politiques publiques. Pas la charité de poche, non, la justice avec un J majuscule, celle qui réparait les structures, pas juste les consciences. Il apprend aussi l'art de parler. Si vous avez déjà vu une foule retenir son souffle, vous savez de quoi je parle, la voix prend un rythme, les images claquent, et soudain les gens pensent ensemble. Dans les années 1930, il devient pasteur baptiste à Weyburn, une petite ville de la Saskatchewan. Il arrive avec des sermons, il découvre la Grande Dépression. Le blé ne paie pas. La poussière s'invite dans les maisons par les fentes des fenêtres et s'installe sur la table comme une invitée de trop. Les hommes se tiennent devant les banques, chapeau bas, yeux plissés. Les femmes calculent, recalculent, et c'est toujours trop court. On parle de suicide parfois, tout bas, parce que les mots ont peur d'eux-mêmes. Dans ce décor, Tommy Douglas fait plus que prêcher. Il organise, il écoute, il fait des tournées à vélo pour constater qui a besoin de farine, qui de bottes, qui d'un médecin. Il ne distribue pas des promesses, il tisse des solidarités. Il donne un visage à l'état dont on rêve quand tout va mal, pas un monstre bureaucratique, mais une main qui sait où se poser. À force de serrer des mains, on vous met un bulletin dans les vôtres. En 1935, Douglas est élu député fédéral pour Weyburn sous les couleurs de la coopérative Commonwealth Federation, la CCF. Une étiquette qui fait frissonner les conservateurs, le mot « coopérative », sans le grain partage, le pouvoir circulaire, le refus des logiques de rente. À Ottawa, le jeune pasteur parle comme au pupitre, mais avec des chiffres à la place des versets. Il demande une assurance chômage digne de ce nom, des pensions de vieillesse, des politiques qui priment la vie sur le profit. On le prend de haut, mais on l'entend, parce qu'il a un talent rare, il raconte des existences au milieu des colonnes de budget. Son geste, c'est de ramener la politique à hauteur d'êtres humains.
Et pourtant, l'orage est devant. 1944, un raz-de-marée politique. La CCF gagne la Saskatchewan, Douglas devient Premier ministre provincial. Imaginez, dans un pays où, encore hier, on disait « impossible », une province entière s'essaie à une expérience. Il regarde la carte, des fermes, des petites villes, des longues routes droites. Il se dit, d'abord, l'infrastructure. Il lance la ruralisation de l'électricité, les soirs s'allument, les moteurs tournent, les vies se déplient. Il fonde des sociétés d'État, comme une assurance publique qui couvre votre automobile sans vous tordre le bras dans un bureau anonyme. Les mots « dividende sociale » n'ont jamais paru si concrets, c'est une prime payée non pas en billets, mais en route, en hôpitaux. En école où l'on se tient droit. Mais son idée fixe, on la connaît, la santé. À l'époque, tomber malade, c'est aussi tomber dans un trou noir financier. On vend une vache pour payer un plâtre, on hypothèque sa maison pour une chirurgie. Douglas regarde sa cicatrice d'enfance et sent la décision remonter comme une marée. Il déploie d'abord des programmes pilotes, puis une vision, une assurance maladie universelle, publique, financée par tous pour chacun. Il le dit avec sa voix ronde, quand votre voisin est malade, vous avez un problème. Quand votre voisin guérit et ruine, vous avez un autre problème. Il n'attaque pas la médecine, il attaque le mur invisible entre le patient et le médecin, la facture. Derrière la porte, pourtant, les scalpels s'aiguisent au sens figure. Une partie du corps médical crie à la catastrophe. On brandit des mots qui font peur, soviétisation, perte de liberté, médecine à deux vitesses. Eux disent que l'État, une fois entre dans la salle d'examen, y planterait sa tente. Eux disent, on nous enlevait notre jugement. Et pendant ce temps, Douglas assemble patiemment la charpente législative. 1961, l'Assemblée législative adopte la loi. L'assurance maladie de la Saskatchewan doit entrer en vigueur l'année suivante. On sent une tension métallique, comme avant un orage. 1er juillet 1962, jour de la Confédération, ironie cinglante, une partie importante des médecins se met en grève. Les salles d'attente se vident, les regards s'emplissent d'angoisse. Les journaux titrent comme en temps de guerre. Pendant 23 jours, tout vacille. On appelle à la rescousse un médiateur britannique aux phrases secs et à l'esprit pratique, des salles se remplissent de comités, des compromis s'échafaudent. Certains médecins continuent de pratiquer, d'autres partent pêcher, d'autres encore soignent en cachette. Le gouvernement tient bon. Douglas, lui, a déjà quitté la scène provinciale pour un pari encore plus grand, j'y viens, mais sa silhouette est partout. Dans cette grève, il n'y a plus qu'un conflit de travail, c'est une bataille pour définir le mot « soin ». À la fin, l'accord arrive, comme une porte qui s'ouvre d'un cran. Les patients reviennent. Les factures, elles, ne reviennent pas comme avant. Et, de cette province du vent et du blé, l'idée s'envole vers Ottawa. En 1966, le fédéral mettra en place un partage des coûts qui étendra le modèle au pays. Les pieds dans la poussière, la tête dans une idée simple, personne ne devrait choisir entre payer le loyer et soigner ses poumons. Remonter la bande d'un cran, 1961, la même année que la loi provinciale. La CCF se marie avec le mouvement syndical et devient le nouveau parti démocratique. Qui met-on à la tête de ce nouvel animal politique? Douglas, évidemment. Il n'a pas la stature d'un géant, il a la stature d'un voisin. Sa voix ne tonne pas, elle cajole, elle entraîne. En campagne, il raconte des histoires qui donnent la chair de poule parce qu'elles sonnent vraies. Il parle d'une mère qui s'excuse d'être malade, d'un fermier qui vend sa dernière vache, d'un vieux mineur qui tousse noir. Et on l'écoute parce que, quand il part, on voit les mains, les visages, les êtres trop secs, les hivers trop longs. Sous sa houlette, le NPD devient l'aiguillon, l'aile gauche qui déplace le centre. Dans les parlements minoritaires des années 1960, il troque son influence contre des politiques, assurance maladie nationale, pension renforcée, allocation familiale plus juste. Vous voulez une image? Douglas à une table, penche, stylo en main, échangeant des votes contre des garanties inscrites dans la loi. Pas du marchandage cynique, de la stratégie au service d'une mémoire d'enfant sur un lit d'hôpital. Mais la lumière crue révélait toujours aussi des ombres. Et c'est là qu'on commence à sentir la température baisser dans la pisse, la caméra se resserrer. L'homme qu'on célèbre pour avoir humanisé l'État a aussi, dans ses jeunes années, flirte avec une idée aujourd'hui insoutenable.
Dans les années 1930, alors que la science danse dangereusement avec l'idéologie, il a rédigé un mémoire universitaire où s'inventoriait des solutions séduisantes pour l'époque et terrifiantes pour nous, la stérilisation forcée de personnes jugées déficientes. On ne va pas bâcler ce moment, on va le regarder en face. On va le remettre dans son contexte, non pas pour l'excuser, mais pour comprendre comment un homme peut se tromper si tôt, puis revenir si fort vers l'humain qu'il en devient un symbole. Ce qu'on fera un peu plus loin, car l'instant est fragile, il faut d'abord comprendre d'où venait cette tentation, quel livre il lisait, quelle conférence faisait vibrer les auditoires, pourquoi, dans les interstices de la crise économique, des idées simplistes ont eu l'air de solutions rapides. Entre-temps, son parcours public continue. Sur la scène fédérale, Douglas n'est pas un chef de clan, il est un constructeur de ponts. Il visite des usines où les vis s'ennuient et des réservés où la promesse du pays n'est pas passée. Il se heurte au vieux réflexe canadien, ne pas faire de vagues. Alors, il fait des vagues, mais à hauteur de gens. Il prend un micro et raconte, encore et encore, la fois où sa mère a failli pleurer en voyant la facture. Les journalistes, d'abord sceptiques, finissent par noter un fait têtu, quand il parle, des gens changent d'avis sans perdre la face. Il a ce talent. Et pendant qu'il parle, une autre histoire s'écrit en coulisses, une histoire de dossier classe, de rapports renéotypes, de tampons, confidentiels. Dans un pays obsédé par la guerre froide, un pasteur socialiste avec un accent des prairies, ça déclenchait des surveillances. Des agents compilent ses discours, ses rencontres, ses voyages. Est-ce qu'il est communiste? Non. Est-ce qu'il connaît des communistes? Bien sûr, il connaît tout le monde. Est-ce que l'appareil de sécurité, par prudence ou par inertie, garde sur lui une loupe indéfiniment? Vous devinez la suite. Les papiers s'entassent. L'histoire, têtue, finira par soulever ce couvercle, mais, pour l'instant, vous n'avez que l'écho, l'impression d'une respiration retenue derrière une porte. Cette sensation qu'on n'aime pas les hommes qui déplacent les lignes, même quand ils le font à visage découvert. Reste l'homme prive. Parce que les destins publics tiennent aussi par des cuisines, des trajets en voiture sans micro, des conversations tardives. Douglas épouse Irma, compagne vive, regard clair. Ils élèvent des enfants, dont Shirley, qui deviendra actrice, et dont le fils, Kiefer, deviendra, vous savez. Les soirées de famille ne sont pas des séminaires, on y rit, on y refait le monde avec la souplesse de ceux qui savent que les décisions de demain auront un prix. Il aime la boxe, vous le saviez. Pas la violence, le rythme, la discipline, la danse. Il a ce code de prairie, pas besoin de faire du bruit pour être solide. Et un humour sec, comme un craquement de neige sous la botte, on m'appelle socialiste? Très bien. Si ça veut dire que vos enfants verront un médecin quand ils tousseront, je prends. On pourrait s'arrêter ici, se donner une tape dans le dos, voilà un héros, emballe, pèse, livre. Mais ce serait trahir le personnage et, surtout, vous priver de la question qui rend son histoire vivante, comment un homme porteur d'une faute intellectuelle jeune peut-il, ensuite, consacrer sa vie à réparer des vies? Pourquoi la Saskatchewan, province de ligne droite, a-t-elle accepté de plier sa routine pour y faire passer un rêve? Et que reste-t-il aujourd'hui, tangible, mesurable, de ce pari immense? Dans un instant, on entrera dans la piste mal éclairée où reposent les pages tachées d'encre des années 1930, ces pages qui sentent la poussière et la certitude. On les posera à côté d'un autre document, une carte d'assurance maladie. On vous laissera juge de la trajectoire. Mais avant cela, gardez cette image, un garçon qui garde sa jambe parce qu'un médecin accepte de la sauver sans facture. S'il y a un fantôme qui a suivi Tommy Douglas partout, c'est celui-là, un fantôme bienveillant, insistant, silencieux. Et tout au long de ce chemin, il y a aussi les visages anonymes, ceux qu'on ne filme jamais, la mère dans un village qui reconnaît la voix du Premier ministre à la radio et qui se dit, en rangeant les bols, peut-être que cette fois, ce sera différent. Le fermier qui, la nuit, à la lumière d'une ampoule neuve, regarde sa femme dormir sans compter les pièces, parce qu'au matin elle verra un médecin et que personne ne viendra réclamer la cuisine. L'infirmière qui, après la grève, retourne au travail avec une dignité neuve, soigner n'est plus un marche, c'est un pacte. Voilà les battements de cœur qui soutiennent la légende. Et c'est parce que la légende se nourrit de chair qu'elle tient. On s'arrête là pour reprendre souffle,
mais pas pour conclure. Devant, il y a un virage serre. Les mots « stérilisation »,« eugénisme »,« erreur » vont apparaître à l'écran. Puis viendront les années NPD, les négociations de couloir, les scrutins perdus, gagne, regagne, les rappels à l'ordre de l'histoire. Et même cette étrange élection de 2004 où le pays, des années après, a voté pour « le plus grand Canadien » et a mis un pasteur. Des prairies en haut de l'affiche. Restez avec moi, ce n'est pas une statue que l'on regarde, c'est un homme en mouvement. Et parfois, pour comprendre un mouvement, il faut ralentir la bande et regarder image par image. C'est ce qu'on va faire. Fermez les yeux une seconde et regardez-le, non pas comme une statue de bronze sur un parvis, mais comme un jeune homme qui, dans une chambre de pension à la lumière jaunâtre, s'obstine à écrire des mots qui, aujourd'hui, nous glacent. Nous sommes au début des années 1930, la science joue aux apprentis sorciers, des conférences promettent de « rationaliser » la société. Et le mot « eugénisme » se glisse dans les conversations respectables comme un invite bien mis. Tommy Douglas, étudiant ambitieux, plonge dans ce courant, rédiger un mémoire académique où il envisage, froidement, la stérilisation des personnes jugées déficientes. Relisez cette phrase à voix basse, l'homme qui incarnera l'accès universel aux soins a, très tôt, flirte avec l'idée qu'on puisse souder, à jamais, la porte de la reproduction à certains êtres humains. L'image choque, et c'est normal, il faut qu'elle choque. Imaginez les pages dactylographiées, le bruit sec des touches, l'encre qui froisse les lettres sur un papier un peu trop fin. Ce n'est pas un pamphlet de haine, c'est pire, c'est une erreur habillée en rationalité, appuyée sur des experts, sur un air du temps, qui confond compassion et contrôle. Mais voyez aussi ce qui se passe après. Le monde, brisé par la guerre et la crise, apprend à ses dépens que la vie humaine ne se classe pas par catégorie. Dans les décennies suivantes, Douglas s'éloignait de ses idées comme on s'éloignait d'un feu qui brûle trop près, d'abord par prudence, puis par conviction. Et regardez la trace matérielle, vérifiable, de ce virage, alors que d'autres provinces canadiennes avaient adopté des lois de stérilisation. Au nom de cette pseudo-science, la Saskatchewan sous Douglas ne érige pas ce type de dispositif. Au contraire, son gouvernement fait pivoter l'État vers des politiques qui augmentent la capacité des gens à vivre, pas à les mettre à l'écart. C'est une contradiction faite homme, celui qui a pu, à 25 ans, coucher sur papier une idée inouïe, devient, à 40. L'artisan patient d'un filet social qui refuse précisément qu'on abandonne les plus vulnérables. On n'efface pas les pages du mémoire. On les pose sur la table, à côté d'une carte d'assurance maladie, et on demande, comment passe-t-on d'une certitude froide à une solidarité chaude? La réponse tient peut-être dans la poussière des années 1930, et dans la cicatrice à la jambe qui n'a jamais cesse de lui rappeler ce que c'est de dépendre de la bonté d'un médecin. Coupé, plan large sur la Saskatchewan après 1944. Un gouvernement qui n'a pas peur d'enfoncer des poteaux dans le sol pour tirer des lignes d'électricité jusqu'au fer. Un gouvernement qui monte des sociétés d'État comme on monte une charpente, poutre après poutre. Sask Power, pour que les ampoules suspendues dans des cuisines aux murs nus s'allument enfin, des caisses publiques d'assurance qui couvrent l'automobile, parce que se déplacer ne devrait pas se payer au prix de l'angoisse, des routes qui cessent d'être des promesses pour devenir des rubans tangibles. L'image la plus forte. Une femme qui appuie sur un interrupteur au fond d'une cuisine de femme, le ciel de porcelaine du plafonnier s'embrasse, et ce n'est plus une chandelle qui lutte contre la nuit. Le progrès, ici, n'est pas une publicité, c'est un cliquetis d'interrupteurs dans des maisons éloignées, l'odeur douceâtre d'un pupitre. D'école neuve, le ronronnement de machines agricoles qui ne calment pas à la première rafale. Puis vient la santé, la vraie, celle qui vous tombe dessus un lundi, quand l'atout devient fièvre, quand l'anxiété s'invite dans le portefeuille avant de s'inviter dans les poumons. Avant Douglas, on paye avant de guérir, après Douglas, on guérit et on paye ensemble, par l'impôt, pour que personne ne soit laissé sur le carreau. D'abord, il teste les os, un plan d'hospitalisation provinciale, des cliniques rurales, la formation et le recrutement de professionnels. Et ensuite, ce coup de gouvernail qui donne le vertige, la promesse que tous auront accès aux soins médicaux essentiels sans facture à la sortie. On sent la pression monter comme une bouilloire oubliée sur le feu. Des communautés s'enthousiasment, d'autres serrent les dents. Et dans les salles de garde, une colère s'agréger. Des médecins brandissent une pancarte qu'on lit encore aujourd'hui dans les archives.
la liberté de la pratique. On voit les lettres tracées à la peinture noire, un peu bavées, sur un carton crème. Ce n'est pas une caricature, ce sont des professionnels inquiets que l'État transforme leur art en protocole. Eux parlent de vocation et de responsabilité, le gouvernement parle d'équité et de droit. Entre les deux, une foule de patients qui ne veulent plus vendre une vache pour une chirurgie. 1er juillet 1962. Le pays fête sa confédération, la Saskatchewan se crispe. Les cabinets ferment, des cliniques improvisées s'ouvrent dans des gymnases, des médecins britanniques débarquent au nom de la solidarité. Professionnels, des piquets se dressent, des sermons se prononcent, des lettres aux rédacteurs débordent des boîtes aux lettres. La grève dure des semaines, et chaque journée tombe comme un domino. Imaginez le montage. Un père qui parcourt 80 km de gravel pour une consultation, une infirmière qui coud une banderole. Le soir et pose un stéthoscope le matin, un ministre qui épluchait un projet d'entente au marqueur bleu, une réunion tardive dans une salle sans fenêtre où l'on pèse chaque verbe. Au cœur de la tempête, un médiateur venu de Grande-Bretagne, un médecin devenu parlementaire, rompu au compromis, prend la parole. On discute, on rature, on ajoute une clause de plus, une soupape de sécurité, de quoi rassurer l'autonomie professionnelle tout en maintenant le principe, le patient d'abord, la facture jamais au guichet. Et un matin, l'encre sèche. L'accord de Saskatoon devient ce moment charnière où un modèle de soins passe du brouillon à la réalité. Les caméras montrent des salles d'attente qui se remplissent à nouveau. Les yeux, eux, disent autre chose, l'idée a tenu. Entre-temps, Douglas fait un pari, quitter la forteresse provinciale qu'il a bâtie pour mener un nouveau parti sur la scène fédérale. La coopérative Commonwealth Fédération se marie avec le mouvement syndical, né le nouveau parti démocratique. On lui tend le volant. Dans les couloirs d'Ottawa, certains sourient, il va se casser les dents. Et, il faut le dire, la route commence par un nid de poule. Il perd d'abord son siège, ce qui, pour tout chef, est un moment qui vous traverse le ventre comme une lame froide. C'est un vendredi soir de boîte en carton, de poignées de main trop appuyées et de silence dans la cuisine. Puis il repart au combat, se fait élire ailleurs, par-delà les Rocheuses, et prend la parole au Parlement avec ce ton qui n'exige pas, qui insiste. Ce n'est pas l'époque des triomphes écrasantes, c'est l'époque des gouvernements minoritaires, des jeux d'équilibre où chaque vote vaut un tremblement. Douglas y excelle. On peut débattre des slogans, on ne peut pas nier les effets, sous la pression de son parti, Ottawa adopte des politiques qui changent. La vie dans la poche intérieure du manteau, un régime public d'assurance maladie qui s'étend à tout le pays, des pensions qui arrêtent de faire semblant, des prêts et bourses qui ouvrent des portes d'université dans des maisons où on ne prononçait pas ce mot-là. Des mesures d'assurance chômage qui, pour la première fois, traitent la perte d'emploi comme une tempête et non une faute. Il n'a pas la clé du coffre, mais il a souvent le doigt sur l'interrupteur, il éteint des reculs, allume des avancées. Mais pendant que les lois s'empilent, un autre dossier, plus discret, s'épaissit dans des tiroirs en acier, les fiches d'écoute et d'observation de la police de sécurité. C'est le Canada de la guerre froide, on se méfie des rouges, des roses, de tout ce qui a l'air de près ou de loin, collectiviste. Douglas, pasteur socialiste, qui serre beaucoup de mains et brave beaucoup d'habitudes, devient un sujet d'attention. Des agents assistent à ses discours, prennent des notes au crayon à mine, compilent des coupures de journaux, mesurent les amitiés, classent les sympathies. Un jour, des décennies plus tard, tout cela sortira à la lumière, et l'on découvrira des pages entières où l'on cherche, littéralement. Un crime d'opinion qui n'existe pas. On aime dire que la liberté d'expression va de soi. Elle ne va jamais de soi quand on n'est pas du bon code de l'habitude. Revenons à la scène publique. Douglas sait qu'une idée se gagne d'abord avec des images. Il n'aligne pas des colonnes de chiffres comme des briques, il raconte des histoires qui mettent des visages dans les marges du budget. La plus célèbre de ses fables, il la sort d'une poche intérieure avant les votes serres, Mooseland. Un pays de souris qui élisent des chats parce qu'ils ont des chapeaux élégants, et qui s'étonnent, ensuite, de se faire manger. La salle explose de rire, mais le message colle comme un post-it sur le front, si vous choisissez des gens qui vivent de vos faiblesses. Ils ne feront pas disparaître vos faiblesses. Derrière la fable, un logiciel politique, on ne fait pas la morale, on fait l'inventaire du réel, puis on l'organise pour qu'il cesse de broyer les mêmes. Sur le terrain, Douglas a l'endurance d'un coureur de fond. Il visite des villes de compagnie où les maisons se ressemblent jusqu'à l'hypnose, des quartiers où les enfants jouent dans des ruelles.
au gravier tranchant, des villages autochtones où l'État n'a laissé que des promesses. Il parle de santé, oui, mais aussi d'eau potable, de logement, de respect. Il s'embrouille parfois, il se reprend, il lit, il corrige. Cette humilité n'a rien d'un detail, c'est l'outil qui l'aide à sortir d'une erreur de jeunesse pour entrer dans une politique du soin. Voyez-le dans une cuisine ouvrière, il écoute plus qu'il ne parle. Puis il pose une main sur la table et dit, on peut faire mieux, et voici comment. Ce « comment » n'est pas une envolée, ce sont des budgets, des échéanciers, des compromis, des votes. Et c'est ici que le récit serre la gorge, parce que la bataille pour la santé gratuite au point de service, gagnée dans la poussière d'une province, doit maintenant se jouer à l'échelle d'un pays entier, avec ses propres résistances, ses industries, ses lobbies, ses habitudes. Ottawa, prudent, avance par étapes, un partage des coûts avec les provinces, des critères de base, universalité, intégralité, transférabilité. Accessibilité, qui deviendront la charpente d'une loi cadre. On ne déploie pas un idéal, on pose des poteaux et on tend des fils, encore. Les provinces négocient, certaines traînent les pieds, d'autres courent devant, mais à la fin, dans une clinique de Corner Brook comme dans une clinique de Prince Albert, un patient pousse une porte en sachant qu'il verra quelqu'un. Le cliquetis discret d'une carte plastifiée remplace, pour de bon, le frisson d'une facture. Sur la route, Douglas continue d'accumuler les paradoxes. Il est socialiste et pragmatique, pasteur et stratège, orateur chaleureux et négociateur glace quand il le faut. Il n'idéalisait pas le peuple, il le respecte assez pour ne pas lui mentir. Et il se méfie de la dévotion qu'on lui adresse. Dans ces dernières années à la tête du parti, il voit émerger de nouveaux visages, de nouveaux accents, il sait qu'un chef se mesure aussi à sa capacité de s'effacer. Pourtant, quand il quitte la scène, le pays ne le laisse pas vraiment partir. Les hommages tardent parfois, comme arrivent à les récolter dans un été trop froid, puis, un jour, une nation distraite par ses écrans prend le temps de voter sur le plus grand parmi les siens, et c'est son nom qui remonte, pas à cause d'un culte, mais à cause d'une histoire qui ne cesse de se raconter autour d'une table, le jour où telle personne a été soignée sans perdre sa maison. Arrêtons-nous une seconde, non pour conclure, mais pour respirer dans le contre-jour. Avez-vous remarqué comment, depuis le début, la bande-son change ? On est passe de la scie qu'on pensait entendre dans un amphithéâtre d'hôpital à la rumeur d'une foule devant une législature, du silence d'un poste de police où l'on classe des fiches à l'explosion d'un rire quand il raconte Mousseland, de la tension crue d'un piquet de grève à la douceur d'une lumière d'ampoule neuve dans une cuisine de ferme. Cette musique, c'est le film intérieur d'un pays qui accepte d'entrer dans l'adolescence sociale, apprendre que la vie en commun exige de payer ensemble ce qui dépasse chacun. Et la figure de Douglas, si elle tient encore aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas une icône polie, c'est une cicatrice. On la touche, on sursaute un peu, et on se souvient. Est-ce à dire que tout fut règle ? Bien sûr que non. Les systèmes de santé ont des couloirs trop longs, des listes d'attente qui étirent les nerfs, des budgets qui grincent. Les médecins ont raison, souvent, de réclamer qu'on respecte leur autonomie, les patients ont raison, toujours, de rappeler qu'on ne choisit pas sa maladie. Ce que Douglas installe, ce n'est pas un paradis, c'est une boussole, on avance quand on protégeait d'abord la dignité humaine. Le reste se négocie, se peaufine, s'ajuste, se finance. Ce qui ne se négociait pas, c'est l'idée que la facture n'est pas une ordonnance. Et si vous voulez encore un detail pour le cœur, un de ces details qui se glissent dans la voix d'un narrateur, gardez celui-ci, dans une réunion de fin de soirée, au sortir d'un vote serre, on l'a vu ramasser les tasses et les déposer près de l'évier. Un geste anodin ? Pas tant que ça. L'homme qui a demandé à l'État de prendre sa part de vaisselle collective savait aussi, dans la vie, ce que c'est que d'aider sans discours. On ne bâtit pas un système de soins sur de grands mots seulement, on le bâtit sur des réflexes, tendre la main, ranger la salle, recommencer demain. Alors oui, on ne pardonne pas à page écrite sur l'eugénisme, on la dépasse en regardant la trajectoire entière. Oui, on n'idéalisait pas les gouvernements, on se souvient juste qu'ils peuvent, parfois, réduire la souffrance au lieu de la mesurer. Oui, on garde une vigilance jalouse envers les fiches secrètes et les surveillances excessives, on se rappelle que la démocratie respire mieux quand on laisse de l'air à ceux qui dérangent. Et si, ce soir, vous avez l'impression que l'histoire que vous écoutez respire comme un thorax qui a longtemps tousse et qui, d'un coup,
prend une grande inspiration, c'est parce que c'est exactement ça, un pays qui a décidé que la maladie ne serait plus une catastrophe financière, mais un état humain traverse ensemble. La suite, elle nous ramènera dans les couloirs d'Ottawa, dans les villes de Colombie-Britannique où Douglas ancrera son siège, dans les sessions parlementaires où chaque virgule pèse, et jusque dans ces années tardives où son influence déborde sa présence, au point que des jeunes qui n'étaient pas nés quand il parlait à la radio connaissent son nom à travers des histoires racontées par leurs grands-parents. On ouvrira aussi un tiroir de plus, celui des critiques les plus acérées, des débats sur les limites du modèle, des solutions hybrides qui surgissent à chaque crise. Et, comme toujours, on s'accrochera à des visages, à des scènes qui font vibrer la corde sensible pour qu'elle ne casse pas. Imaginez la piste mal éclairée d'un parlement tard le soir, les bancs grincent, les vestons pendus à l'arrière des chaises forment un paysage de collines sombres, et un homme court les pages d'un discours avec un crayon qui souligne des mots comme on cerne des visages. Ce soir-là, les chiffres parlent d'inflation, de chômage, d'un dollar trop nerveux, mais derrière les colonnes, Douglas cherche autre chose, la ligne invisible qui relie un loyer en retard à une décision de cabinet prise à des centaines de kilomètres. La caméra glisse dans l'hémicycle, capte une joute, un haussement d'épaule, un rire contenu. Et puis la voix, pas une trompette, une cloche. Il ne fait pas semblant d'être surpris par la conjoncture, il refuse simplement qu'on la traite comme une météo à subir. L'économie est un choix, répète-t-il, pas une fatalité. On regarde ses mains, ce sont des mains qui nomment, qui pèsent, qui tracent la carte d'un pays où chacun devrait pouvoir se retourner sans tomber. La fin des années 1960 et le début des années 1970 sont une forge. Le vent souffle de partout, révolte étudiante, droits civiques, guerre qui saigne sur des écrans en noir et blanc. Au Canada, la scène se durcit brusquement en octobre 1970. Des enlèvements, des communiques au ton tranchant, la peur qui s'installe comme un brouillard froid au ras du sol. Les troupes dans les rues de Montréal, les portes qui s'ouvrent sur des mandats, les téléphones qui sonnent la nuit. Le gouvernement fédéral dégaine la loi sur les mesures de guerre, un mécanisme d'exception qui cloue les libertés au mur au nom de l'ordre. Dans la cacophonie, beaucoup applaudissent, d'autres se taisent. Douglas, lui, se lève. Sa voix tremble, pas de peur, d'exactitude. Nous capturons des gens pour ce qu'ils pourraient penser, pas pour ce qu'ils ont fait, dit-il en substance. Les journaux les trient, des auditeurs crient au traître, des caricatures le croquent en naïf. Mais lui ne joue pas au devin, il fait un pari sur le long terme, si l'État s'habitue aux bottes dans les couloirs, il les oubliera mal. On se souvient mal aujourd'hui de la solitude de ce vote, ce soir-là. Pourtant, elle se voit à l'œil nu, les bancs autour de lui sont des sièges vides dans une salle trop éclairée. Les années passées prouveront que poser des limites à la peur était nécessaire. En attendant, la file d'insultes s'allonge. Ça ne le détournait pas, ça le plante. Pendant que le pays se raidit, d'autres scènes se jouent en marge. À Burnaby, Coquitlam d'abord, puis sur l'île de Vancouver, Douglas se taille une base à l'autre bout du pays des champs qu'il laboure. Les meetings ne sont pas des messes, ce sont des ateliers. Il déroule des idées en storyboard. Qu'est-ce que ça change, concrètement, pour une mère seule, si on bonifie l'assurance chômage? Comment ça se traduit dans un budget de cuisine, si on gelait un loyer ou si on investit dans des logements coopératifs? L'orateur sait faire pleurer, le député préfère faire compter. On le voit partir d'une facture d'épicerie, lait, pain, poivre, savon, et remonter jusqu'au mécanisme du fédéral comme on tire un câble. À force de jouer l'électricien des politiques publiques, il finit par installer des disjoncteurs, chaque fois que la tentation de couper dans le social se pointe, il rappelle que ce sont des personnes, pas des pourcentages. Mais parlons d'un autre genre de dossier, celui qui s'écrit à l'encre sèche sur du papier pelure, avec des agrafes qui marquent des entailles dans la marge. Pendant près de 30 ans, des bureaux de la sécurité surveillent Douglas comme on surveille une habitude qu'on n'aime pas. Pas parce qu'il cache quelque chose, parce qu'il perturbe. On consigne des rencontres, on compile des coupures de presse, on interprète des mots, on tisse des hypothèses, fréquentation, sympathie, influence. Rien qui tienne devant un juge, tout ce qu'il faut pour empiler des chemises grises. Imaginez la scène, un agent anonyme, fin d'après-midi, lumière inclinée sur son bureau, qui tape un mémo sur un homme qu'il n'a jamais rencontré. On aimerait croire que l'histoire ne s'écrit pas aussi banalement, elle s'écrit aussi banalement. Des décennies plus tard,
quand ces pages sortiront, on découvrira surtout le poids dégoulinant de la suspicion comme mode de gouvernement. Et, en contrepoint, la qualité la plus têtue du personnage, il persiste à parler clair. Dans ces années de secousse, il y a aussi la maison. Irma, complice de toujours, tient la balance entre la vie publique et la vie normale. Elle a l'œil qui dit « assez » quand la voix de Tommy force de trop. Les enfants deviennent adultes, travaillent, s'inventent. Shirley monte sur scène et devant la caméra. Plus tard, son fils Kiefer la suivra, et un pays entier fera ce refrain, le grand-père. 2. Avec une curiosité amusée. Eux, ils savent que l'arbre a d'autres racines, des repas ratés parce qu'un vote s'est étiré, des anniversaires faits un dimanche. Parce que la semaine était pleine, des retours à la maison où on laisse le veston sur la chaise et on souffle dans la longueur. Les images publiques aiment les podiums, la mémoire familiale penche pour le vestiaire de l'entrée. Douglas, sur les routes, garde ses habitudes, serrer les mains sans presser, tenir le regard, ne pas prendre la question pour une attaque. Il visite des usines où la sirène marque l'écart comme une cloche de couvent, des écoles où les enfants gribouillent des soleils. Au crayon gras, des villages nordiques où la promesse de l'eau potable ressemble à une histoire qu'on raconte trop depuis trop longtemps. Il parle de santé toujours, parce que la santé, c'est le nom quotidien de la dignité, mais il parle aussi de télécommunications, de route, de poste, de train. Il sait que ce qu'on appelle « service public » est un fil, et que si l'on coupe trop de fils, le filet ne porte plus. Son style n'est pas de diaboliser le privé, c'est d'exiger que le public ne plie pas dès qu'un tableau Excel fronce les sourcils. Les images fortes s'accumulent. Un samedi matin, dans une salle polyvalente de banlieue, il se met à raconter Mouseland. Il la raconte cette fable 100 fois. Ce matin-là, il la raconte comme si c'était la première. Les enfants rient au chat en habit, les parents prennent une gorgée de café et lèvent le sourcil au moment où la morale s'enclenche. Ce n'est pas de la magie, c'est l'art ancien de mettre un miroir au niveau des yeux. Un ancien mineur au fond de la salle essuie une larme, il a l'impression qu'on parle de lui sans l'avoir nommé, ce qui est la plus belle manière d'être reconnu. Sur le plan parlementaire, Douglas joue la partie longue. Il sait que le pouvoir direct n'est pas au bout de ses doigts, il compense par la précision. Lorsque vient la discussion sur la mise en œuvre nationale d'un régime public d'assurance maladie, il ne s'égarait pas dans les hyperboles. Il sort 4 piliers: universalité, transférabilité, intégralité, accessibilité, et il en fait des mots d'atelier. Chaque pilier est une histoire, l'un garantit que vous êtes couvert, peu importe la ville où vous tombez malade, l'autre, que déménager ne vous déshabille pas de vos droits, un troisième, que les soins nécessaires ne sont pas un buffet à la discrétion du caissier. Le dernier, que le « sans obstacle financier » n'est pas un slogan, mais une porte ouverte. Le Canada aime les compromis comme un bon pain, il accepte ces piliers parce qu'ils ont l'air solides et qu'on peut y accrocher des habitudes. Puis arrivent les années où l'économie fait son théâtre, choc pétrolier, salaire qui grimpe d'un côté, emploi qui s'effrite. De l'autre, gouvernement qui envisage des contrôles des prix et des salaires. Douglas observe ces instruments avec la méfiance d'un mécanicien qui connaît les rates d'un moteur. Il accepte la nécessité d'agir, il refuse qu'on l'oublie comme une habitude. Il insiste, tout contrôle qui tombe sur les épaules de ceux qui ont le moins de marge doit s'accompagner d'une protection qui ne faiblit pas. Il ne signe pas des chèques en blanc, il demande des reçus. Quand on lui réplique que « le marche s'ajustera », il raconte simplement cette scène, un soir de février, une facture de chauffage et un frigo à moitié vide. Le marche ne s'ajuste pas à la petite fille qui a froid. Il y a des défaites, aussi, et il ne les maquille pas. Il perd son siège, une fois encore, le récupérer, le perdra pour de bon un jour, non par désamour, mais parce que le temps, comme les rivières, trouve d'autres lits. En 1971, il cédait la direction du parti. Le geste n'a rien d'un renoncement, c'est une passation. Il continue à siéger, à pointer, à orienter, mais sans s'accrocher à la poignée. Dans la salle, le soir du Congrès, il regarde le nouvel élu prendre le micro. Il sourit. On peut aimer la lumière et accepter l'ombre. C'est dans cet après que se fabrique la figure de patriarche, non pas le vieil homme qui radote, mais le témoin qu'on consulte quand la boussole a l'air de tourner folle. Regardez-le à ce moment-là, il parle davantage des choses qu'on négligeait. Des soins dentaires, laisse sur le quai alors que le train de l'assurance maladie est parti, du coût des médicaments, si lourd.
Que certains les coupent en deux pour tenir le mois. Des services communautaires, des soins à domicile qui empêchent un vieil homme de mourir dans un corridor de néon. Il avance des chiffres comme on avance des pièces sur un échiquier, mais toujours, il revient aux scènes, imaginez une personne âgée qui met ses pilules dans une boîte en plastique, qui en retire une un jour sur deux parce que sinon, elle ne pourra pas acheter de pain. L'argument demeure meilleur quand on voit la boîte. Sa santé, à lui, commence à jouer de travers. Le visage s'amincit, la voix garde son grain mais perd un peu de son souffle. Il ne fait pas de son corps une bannière, il fait de sa vulnérabilité une lucidité. Un soir, en quittant une salle de réunion, il s'arrête plus longtemps que d'habitude dans le vestibule, respire, se redresse, sourit à une femme qui lui tend un livre à signer. Il dédicace, d'une écriture serrée, et s'excuse pour l'attente. Ce « pardon » est un fil rouge, il passe sa vie à s'excuser moins pour lui que pour le système, pour les délais, pour les salles qui débordent, pour les budgets qui reculent. On pourrait trouver ça irritant, on y lit plutôt l'obsession du service. Il y a aussi l'ombre portée de l'erreur de jeunesse, ces pages tachées d'idéologie qu'il a écrites au siècle d'avant. Elles reviennent, par vagues, portées par des adversaires qui s'en saisissent. Parfois, la polémique frôlait la mauvaise foi, parfois, elle tombe juste, parce que rappeler une faute empêchait de la répéter. Douglas ne joue pas les amnésiques. Il admet, frontalement, s'être laissé bercer par un « savoir » qui n'en était pas un. Surtout, il oppose à ces pages un bilan, des lois qui élargissent, pas qui resserrent, des filets qui accueillent, pas qui trient. Ce n'est pas une absolution, c'est une trajectoire qu'il propose de juger dans sa longueur. L'homme qui a failli à 25 ans à Pose, à 45, des rails qui transportent encore des gens hors de la peur. Et maintenant, faites un travelling arrière. On est à l'aube des années 1980. Le monde change de costume, on parle de déréglementation comme d'une nouvelle liturgie, on privatise des morceaux de langage, on traite les protections comme des vieilleries à ranger dans le grenier. Dans ce contexte, l'héritage de Douglas a l'air d'un vieux manteau, certains veulent le vendre à l'encan, d'autres veulent le recoudre. D'autres encore le réinventer avec du tissu neuf. Lui se contente de rappeler l'essentiel, nous avons décidé ensemble, une fois, que la maladie ne vous ruinerait pas. Si vous souhaitez revenir en arrière, dites-le clairement. Cette clarté est une arme douce et implacable. Pendant ce temps, en coulisses, des biographies se rédigent, des archives s'ouvrent, des cassettes se copient. Des voix disent, vous savez, la première fois que j'ai eu une carte, j'ai pleuré. D'autres, mon père a été soigne sans vendre le camion. On aime croire que l'histoire appartient aux grands, elle habite surtout les petites cuisines. Et c'est là, précisément, que l'image la plus puissante de ces années s'installe, un réfrigérateur sur lequel on colle la carte des assurances maladie avec un aimant en forme d'élan. La politique, c'est ça aussi, un bout de plastique sur une porte en métal, et un soupir de soulagement quand la fièvre monte. Ce récit n'est pas une canonisation. Les listes d'attente allongent des ombres agaçantes, des services manquent, des régions crient à abandon. Les médecins se battent pour leur pratique, les patients pèsent pour leur accès, les gouvernements pour leur budget. Douglas le sait, l'a dit, l'a répété, un système de santé n'est jamais règle. C'est une chorégraphie qui demande des répétitions, des ajustements, des changements de tempo. Mais il reste ce noyau, votre vie n'est pas une feuille Excel. C'est l'obsession qui a guidé son crayon. Et puis arrive un moment étrange, les hommages commencent de son vivant. Pas les plaques froides, les tapes sur l'épaule à l'aéroport, les merci murmures au dépanneur, la caissière qui, en lui rendant la monnaie, dit doucement, c'est à vous que je dois ça. Lui rougit, oui, et dit, non, à ceux qui ont tenu bon. Il corrige même l'histoire, c'est la Saskatchewan qui a tenu. Ce sont des milliers de gens qui ont tenu. On peut appeler ça de l'humilité. On peut aussi y voir un réflexe de vérité, celui qui sait que les idées n'existent qu'à travers les bras qui les portent. À la fin de cette séquence, on le retrouve dans un studio de radio, casque sur les oreilles, micro trop près. Le technicien fait un signe, on enregistre. La question porte sur l'avenir du système, sur ce qu'il faudrait faire pour qu'il tienne encore 50 ans. Il répond sans dramatiser, revenir au point de départ. Demander à quoi sert la société si ce n'est pas à réduire la peur. Et ensuite, retrousser les manches. La phrase, banale au premier abord,
a cette qualité des choses taillées pour durer, elles s'accrochent au mur. On sort du studio, dehors, la ville respire une odeur de pluie et de café. Il faut marquer une pause ici, non pas pour refermer, mais pour tendre l'élastique encore un peu. Devant nous, il reste le dernier virage, vieillir au milieu de son œuvre, voir ce que les successeurs en font, devenir une histoire qu'on raconte et, un jour, quitter la piste en laissant la porte entrebâillée. On parlera des adieux, des honneurs tardifs, d'un pays qui prend le temps, en 2004, de voter pour le plus grand, et de designer. Un pasteur des prairies devant des astronautes et des premiers ministres. On posera à côté l'autre image, celle des débats modernes sur la place du prive, sur le prix des médicaments, sur ce que, universel, veut dire quand la technologie invente des soins qu'on n'osait pas imaginer. Et, comme toujours, on retournera dans les cuisines, parce que c'est là que la politique se traduit en soupirs. Imaginez une dernière scène, tard dans la soirée, un couloir d'hôpital au néon crayeux, le pas ralenti d'un homme qui connaît par cœur cette lumière pâle. Les chariots grincent, une porte bat, au loin un rire nerveux perce un silence trop propre. Tommy Douglas s'arrête un instant, se penche vers un distributeur d'eau, laisse le gobelet de carton se remplir à moitié, pas plus, et observe. Il observe comme il l'a toujours fait, sans se donner en spectacle, avec cette façon de capter l'essentiel en 3 gestes. Les infirmières passent en file indienne, un interne vérifier une perfusion, une femme dort de biais sur une chaise trop dure, manteau sur les épaules, main posée sur un sac d'épicerie. La scène est banale et, précisément pour ça, bouleversante, ce décor, que des millions de gens connaissent, est celui qu'il a voulu. Protégé du chantage à la carte de crédit. Il sait que tout n'est pas parfait, la file d'attente existe, le soupir vient avec, mais tout de même, personne ne viendra, à l'aube, réclamer la maison de cette femme parce qu'elle avait son mari. Dans ce couloir, l'idéologie a la taille d'un gobelet d'eau à moitié plein. La caméra resserre, sa respiration se cale. Il reprend sa marche. Les années avancent et, avec elles, l'étrange destin de ceux qui deviennent légendes en restant vivants. On l'invite à prononcer des allocutions lors de remises de diplômés où l'on brandit des mortiers noirs comme des fleurs. On lui demande de dire un mot lors d'inauguration où le ruban rouge tremble entre 2 ciseaux. Il ne s'y habitue jamais. Sa voix garde ce grain de plancher d'église, un peu râpeux, chaleureux. Il ne moralise pas, il raconte. Devant une cohorte de jeunes médecins, il commence par l'histoire de sa jambe, pas pour tirer une larme, pour expliquer une logique. Si je suis ici, c'est aussi parce que quelqu'un, un jour, a décidé que mon corps ne serait pas négocié à la caisse, dit-il en substance. On voit des tétés hochés, ce n'est pas du branding, c'est une cartographie intime du pays. Entre 2 discours, la politique continue de jouer ses marées. Les débats sur la place du prive dans la santé reviennent comme les saisons, on promet des miracles de choix, on menace d'effondrement. Si on ne modernise pas. Douglas écoute, toujours, et puis répond avec sa méfiance de mécanicien, je veux bien qu'on ajoute des poignées aux portes, mais pas qu'on change la serrure quand personne ne regarde. Il répétait que la médecine n'est pas un marché où l'information circule librement et où l'acheteur sait tout, c'est un monde d'urgence, d'angoisse, d'asymétrie. Introduire le profit comme boussole, c'est fausser la carte au moment où l'on ne peut plus se permettre de se perdre. Sa force n'est pas dans l'anathème, et dans la patience. Il déroule des exemples, telle clinique privée qui siphonne des infirmières d'un hôpital public déjà fragile, tel laboratoire d'eau. Les factures repoussent des examens d'orientation. Ce n'est pas une croisade, c'est un inventaire. Les inventaires, ici, tiennent lieu de barricade. Dans les coulisses, il y a un autre chantier, moins visible, presque clandestin, celui de la mémoire. Des écoles portent son nom, une bourse, un boulevard, des étudiants ouvrent des boîtes d'archives ou craquent les élastiques secs. On numérise des bandes, on classe des photos, on dactylographie des lettres au papier pelure ou l'encre à bave. Soutenir un héritage, ce n'est pas seulement ériger des statues, c'est rendre retrouvable le réel. Dans l'une de ces boîtes, une secrétaire municipale a glissé une petite pile de cartes d'assurance maladie périmées, oubliées dans un tiroir de clinique rurale, rectangle de plastique, coins émoussés, non simples, parfois un accent sur un « e » qui s'estompe. Les doigts qui les feuillettent sentent, très physiquement, le poids de ce qu'on protégeait. Une carte n'est pas une théorie, c'est une clé qui ouvre une porte sans bruit. Il y a aussi les saisons familiales.
L'homme qui a gravi les marches des parlements passe des dimanches à table, devant une salade de pommes de terre trop moutardée. À rire d'une anecdote de tournage racontée par sa fille, à demander des nouvelles d'un rôle pour son petit-fils. La célébrité périphérique, le grand-père de la muse. Il en profite parfois pour renverser le trop-plein d'attention. Si je vous ai amené ici par la télévision, profitons-en pour parler de ce que vous vivrez quand vous serez malade. C'est son art consomme, prendre un rayon de projecteur et le diriger là où il manque de lumière. Le temps, pourtant, tire ses traits sur le visage. Les trajets sont plus courts, les nuits plus longues. Douglas refuse le drame, il choisit la transmission. Dans des salles moins pleines mais plus attentives, il parle des angles morts du modèle, les soins dentaires, les lunettes, la santé mentale, les médicaments. Il martelait une vérité simple, si votre bouche vous fait mal, votre santé vous fait mal. Si vos pilules coûtent plus cher que votre épicerie, votre système vous a oublié. Il propose une piste concrète, des régimes de médicaments plus ambitieux, négociés à grande échelle, des cliniques communautaires, qui regroupent médecins, infirmières praticiennes, travailleurs sociaux, hygiénistes dentaires, des équipes mobiles pour les quartiers où l'on ne va pas. Il pousse l'idée de l'interdisciplinarité comme on pousse un meuble, non pour changer le décor, pour libérer l'espace. Et parce qu'une vie publique n'est jamais une ligne droite, il y a ces instants où l'ombre de sa faute d'étudiant revient. On ressort le mémoire des années 1930, on le brandit comme un totem. Il n'esquive pas. Il met ce texte sur la table, puis pose, à côté, quelques lois, l'assurance hospitalisation, l'assurance maladie, des régimes d'assurance public qui brisent le lien toxique entre maladie et ruine. Il reconnaît le glissement ancien, cette fascination froide pour un « progrès » qui classe les gens et oppose la chaleur têtue de la pratique, ouvrir des portes plutôt que d'en sceller. Ce n'est pas un plaidoyer, c'est une leçon dure acquise dans la poussière des années 1930 et dans la lumière blanche des salles des attentes des années 1960. Une nation apprend, elle aussi, un homme peut incarner cette courbe. Il y a, au tournant des années 2000, ce moment presque surréaliste pour un pays distrait. On lui propose un jeu sérieux et lire, par vote populaire, le plus grand, parmi ses enfants. Astronaute, Premier ministre, hockeyeur, scientifique, chanteuse, la galerie est brillante. Et pourtant, en remontant à la surface, c'est son nom qui flotte au-dessus des autres. Pas parce qu'il a fait la une chaque matin, parce que sa décision, ancrée dans une prairie, transforme la routine de millions de jours malades. On sait qu'il ne faut pas confondre plébiscité télé et jugement de l'histoire, lui-même aurait souri d'avance, mais ce choix-là a valeur de thermomètre. Quand on demande à un pays ce dont il est le plus fier, il tend une carte plastifiée qui ne porte le nom de personne. C'est peut-être la plus belle des victoires, quand votre héritage survit à votre nom. Pourtant, l'histoire n'avance pas seulement avec des applaudissements. Les années qui suivent charrient de nouvelles secousses, technologie de pointe hors de prix, médicaments biologiques qui coûtent un salaire par mois, diagnostic précoce qui exige des appareils rarissimes. Le modèle universel grogne, se tend. Là où certains voient une occasion pour le match de compléter, Douglas aurait vu un test, la coopération tient-elle encore? Il y aurait demande des comptes très prosaïques, quel est le prix public d'un médicament si l'on négociait à l'échelle du pays? Combien de carrières d'infirmières peut-on sauver si l'on finance la relève au lieu de multiplier les sauvetages de dernière minute? Où la télémédecine dégageait-elle des minutes, et où ne fait-elle que repousser le problème? Il n'aurait pas sacralise 1962, il aurait sacralise l'intention, réduire la peur, là où elle brûle. Au-dessus de ces débats, un ciel de questions que la politique préfère éviter flotte, le vieillissement, la solitude, la fin de vie. Douglas ne les avait pas éludés, il avait simplement manque d'années pour les serrer comme il l'aurait voulu. Dans un soir de conférence où l'air avait une odeur de craie, il s'était arrêté sur une phrase, on mesure une société à la façon dont elle prend soin de ceux qui ne produisent plus. La salle avait retenu son souffle. Il n'avait pas ajouté d'accent dramatique, il avait posé des chiffres, coût des soins à domicile vs. coût d'hospitalisation, taux d'épuisement des proches aidants, pénurie prévisible. Puis il avait glissé une image, une boîte à pilules hebdomadaire, compartiment du soir vide parce que la personne a préféré payer sa facture d'électricité. C'est dans ce genre d'image que sa voix mordait, on ne peut pas argumenter contre une boîte en plastique. Revenons au plan serre, un bureau de député à la tapisserie délavée, un soir où la pluie dessine des routes sur la vitre.
Des bénévoles plient des circulaires, des téléphones sonnent, une cafetière vieux modèle gargouille. Douglas signe des lettres de remerciement, pas des lettres types, des phrases courtes, précises, qui montrent qu'il a lu, qu'il a compris. On lui apporte une pile de dossiers, logement, pension, accès aux soins spécialisés, démarches pour un parent malade. Il ne promet pas la lune, il promet d'appeler. Et il appelle. On découvre alors ce que la légende cache parfois, une discipline administrative. Les grandes idées ne tiennent debout que si les petites tâches les épaulent. Une loi est un squelette, il faut des muscles pour la faire marcher. La santé publique, à laquelle il adonne son visage, montre aussi ses fissures. Les professionnels sont fatigués, les fils s'étirent, la paperasse gonfle. Il aurait pu, vieux, se réfugier dans la poésie du passe, il revient au detail. Il parle d'organiser autrement les soins de première ligne, équipe mixte, horaire étendu, triage intelligent qui évitait aux urgences. De devenir des salles d'attente à tout faire. Il plaide pour des données utiles, pas du flicage de professionnels, des tableaux de bord qui éclairent les décisions. Il propose, encore, d'acheter ensemble ce qui ruine séparément, médicaments, technologie, équipements. Il n'a pas le culte de l'austérité, il a le culte de l'utilité. Sa silhouette se fait plus rare sur les estrades. Quand il prend la parole, parfois au micro d'une radio communautaire dont on devine les grésillements, il s'autorise un rire plus long, une ironie plus douce. Il rappelle qu'il est venu d'un monde où l'on vendait une vache pour payer un plâtre. Si vous ne voulez pas y retourner, dites-le à haute voix et agissez en conséquence, lance-t-il, sans trembler. On entend derrière la phrase non pas une menace, mais un rappel, les acquis n'ont pas de pilote automatique. Et puis viennent les jours plus lents, les petites douleurs qui s'invitent à l'aube. Son pas raccourci, ses doigts tremblent un peu. La voix perd quelques pierres de gravier, conserve le timbre. On le voit s'asseoir avant de répondre. Quelqu'un, un soir, lui demande ce qu'il voudrait qu'on retienne. Il sourit vraiment et répond, qu'on a ose. Oser, pour lui, n'a jamais été jouer les kamikazes politiques, c'était refuser de céder au fatalisme poli qui sert d'oreiller aux injustices. On ne change pas un pays en criant, on le change en tenant bon quand la pie se vide. Le dernier mouvement de cette histoire n'est pas un requiem, c'est un fondu. On n'entend pas un « Amen », on entend un bruit de papier, le froissement d'une facture qu'on ne paiera pas seul. Dans un salon, en hiver, une grand-mère explique à sa petite-fille pourquoi elle garde sa carte d'assurance sur le frigo, aimant en forme d'élan par-dessus. « Parce que c'est ton grand-père » demande l'enfant, confuse. « Non, ma chouette. Parce que, quand j'ai mal, je la prends, je m'assois, et j'attends un peu moins. » Ce « un peu moins » est la somme d'une vie de compromis, d'affrontements, d'échecs, de victoires, c'est un clou de plus dans la porte qu'on refuse de refermer. On ferme les yeux, on rembobine. Le lit d'hôpital d'enfants et la jambe sauvée, la poussière des prairies qui blanchit les rebords de fenêtres, la salle paroissiale. Où l'on parle autant de blé que d'évangile, l'assemblée de la Saskatchewan, la grève de médecins, l'accord gribouille au marqueur. Bleu, Mooseland, raconte 100 fois sans baisser d'intensité, la solitude d'un vote contre la loi sur les mesures de guerre. Les fiches grises d'un service de sécurité obsédé, les rires dans une cuisine familiale, un studio de radio qui sent les toupes et le café. La trajectoire n'est pas une autoroute, c'est un chemin de concession avec des ornières, des fosses, des arbres qui penchent. Ce qui frappe, en le revoyant, c'est la constance de la boussole, toujours revenir à la question qui fend la pisse en deux S. Que cette décision, demain, réduira la peur de quelqu'un. Alors, oui, gardons les contradictions à l'écran. L'étudiant qui a flirté avec le pire et l'homme d'État qui a tenu le meilleur dans sa main, le pasteur qui a appris à compter, le politicien qui a appris à se taire, le stratège qui a appris à s'effacer. C'est peut-être pour ça qu'on l'a choisi, un soir de télévision, comme le plus grand. Pas pour la perfection, pour la trajectoire. On ne demande pas aux héros d'être sans tâche, on leur demande de laisser un sillage praticable. Et puisque nous parlons d'héritage, arrimons-le au présent, sans lyrisme inutile. Le Canada affronte des listes d'attente, des déserts médicaux, des budgets qui crissent. La tentation du court-circuit est toujours là, laissez donc le prive prendre ce qui déborde. La voix de Douglas, si elle devait traverser la cloison du temps, ne ferait pas une harangue, elle poserait 3 questions. Qui reste dehors quand on accélérait pour certains?
Qu'est-ce qui est plus simple à administrer sur 10 ans, pas sur 2 mois? Où la coopération crée-t-elle de la valeur là où la compétition n'offre que des reflets? Ces questions n'ont rien de doctrinal, elles ont tout d'un test de résistance. Un système digne de ce nom n'est pas celui qui brille, c'est celui qui ne casse pas sous la pression. Le rideau ne tombe pas sur une statue, mais sur une scène quotidienne, une clinique de quartier, un mardi de pluie, des bottes mouillées. Aligné à l'entrée, un distributeur de numéros qui claque, un enfant qui demande s'il y aura un petit piqûre, une main d'adulte qui serre la sienne. On entend, très doucement, un mot qu'on ne prononce pas assez souvent dans ce contexte, confiance. Ce qu'a construit Douglas, avec d'autres, c'est un pacte fragile où l'on accepte de payer pour la santé de gens qu'on ne verra jamais. C'est la forme la plus exigeante de la citoyenneté, c'est aussi la plus humble. Elle ne demande pas qu'on applaudisse, elle demande qu'on tienne. Et pour finir, revenons à ce couloir d'hôpital où nous avions laissé l'homme au gobelet à moitié plein. Il s'arrête une dernière fois devant un panneau d'affichage où l'on a punaise des cartes d'anniversaire faites à la main pour le service de pédiatrie. Des soleils au feutre, des arcs-en-ciel, des lettres tremblées, merci. Il sourit. Pas le sourire d'un vainqueur, le sourire simple de quelqu'un qui reconnaît sa maison. Puis il déposait, discrètement, son gobelet dans une poubelle de carton. Geste dérisoire? Pas tant que ça. Toute sa vie, il y a place des choses à l'endroit où elles servent, des mots, des budgets, des lois, des limites, des promesses. Le gobelet suit le mouvement. Maintenant, la caméra s'éloignait, l'image granule. On garde, comme une chanson qui traîne après l'émission, 2 refrains, on ne laisse pas la maladie décider de la ruine, et on ne laisse pas la peur dessiner la loi. C'est peu, diront certains. C'est la différence entre un pays qui serre les dents et un pays qui ouvre les bras, dirait-il. Entre les deux, il a choisi, et il nous a appris à choisir. Imaginez une dernière scène, tard dans la soirée, un couloir d'hôpital au néon crayeux, le pas ralenti d'un homme qui connaît par cœur cette lumière pâle. Les chariots grincent, une porte bat, au loin un rire nerveux perce un silence trop propre. Tommy Douglas s'arrête un instant, se penche vers un distributeur d'eau, laisse le gobelet de carton se remplir à moitié, pas plus, et observe. Il observe comme il l'a toujours fait, sans se donner en spectacle, avec cette façon de capter l'essentiel en 3 gestes. Les infirmières passent en file indienne, un interne vérifier une perfusion, une femme dort de billets sur une chaise trop dure, manteau. Sur les épaules, main posée sur un sac d'épicerie. La scène est banale et, précisément pour ça, bouleversante, ce décor, que des millions de gens connaissent, est celui qu'il a voulu. Protégé du chantage à la carte de crédit. Il sait que tout n'est pas parfait, la file d'attente existe, le soupir vient avec, mais tout de même, personne ne viendra, à l'aube. Réclamer la maison de cette femme parce qu'elle avait son mari. Dans ce couloir, l'idéologie a la taille d'un gobelet d'eau à moitié plein. La caméra resserre, sa respiration se cale. Il reprend sa marche. Les années avancent et, avec elles, l'étrange destin de ceux qui deviennent légendes en restant vivants. On l'invite à prononcer des allocutions lors de remises de diplômés où l'on brandit des mortiers noirs comme des fleurs. On lui demande de dire un mot, lors d'inauguration où le ruban rouge tremble entre 2 ciseaux. Il ne s'y habitue jamais. Sa voix garde ce grain de plancher d'église, un peu râpeux, chaleureux. Il ne moralise pas, il raconte. Devant une cohorte de jeunes médecins, il commence par l'histoire de sa jambe, pas pour tirer une larme, pour expliquer une logique. Si je suis ici, c'est aussi parce que quelqu'un, un jour, a décidé que mon corps ne serait pas négocié à la caisse, dit-il en substance. On voit des tétés hochés, ce n'est pas du branding, c'est une cartographie intime du pays. Entre 2 discours, la politique continue de jouer ses marées. Les débats sur la place du privé dans la santé reviennent comme les saisons, on promet des miracles de choix, on menace d'effondrement. Si on ne modernise pas. Douglas écoute, toujours, et puis répond avec sa méfiance de mécanicien, je veux bien qu'on ajoute des poignées aux portes, mais pas qu'on change la serrure quand personne ne regarde. Il répétait que la médecine n'est pas un marché où l'information circule librement et où l'acheteur sait tout, c'est un monde d'urgence, d'angoisse, d'asymétrie. Introduire le profit comme boussole, c'est fausser la carte au moment où l'on ne peut plus se permettre de se perdre. Sa force n'est pas dans l'anathème, elle est dans la patience. Il déroule des exemples, telle clinique privée qui siphonne des infirmières d'un hôpital public déjà fragile, tel laboratoire d'eau.
Les factures repoussent des examens d'orientation. Ce n'est pas une croisade, c'est un inventaire. Les inventaires, ici, tiennent lieu de barricade. Dans les coulisses, il y a un autre chantier, moins visible, presque clandestin, celui de la mémoire. Des écoles portent son nom, une bourse, un boulevard, des étudiants ouvrent des boîtes d'archives ou craquent les élastiques secs. On numérise des bandes, on classe des photos, on dactylographie des lettres au papier pelure ou l'encre à bave. Soutenir un héritage, ce n'est pas seulement ériger des statues, c'est rendre retrouvable le réel. Dans l'une de ces boîtes, une secrétaire municipale glisse une petite pile de cartes d'assurance maladie périmées, oubliées dans un tiroir de clinique rurale, rectangle de plastique, coins émoussés, non simples, parfois un accent sur un « E » qui s'estompe. Les doigts qui les feuillettent sentent, très physiquement, le poids de ce qu'on protégeait. Une carte n'est pas une théorie, c'est une clé qui ouvre une porte sans bruit. Il y a aussi les saisons familiales. L'homme qui a gravi les marches des parlements passe des dimanches à table, devant une salade de pommes de terre trop moutardées. À rire d'une anecdote de tournage racontée par sa fille, à demander des nouvelles d'un rôle pour son petit-fils. La célébrité périphérique, le grand-père de la muse. Y en profite parfois pour renverser le trop-plein d'attention. Si je vous ai amené ici par la télévision, profitons-en pour parler de ce que vous vivrez quand vous serez malade. C'est son art consomme, prendre un rayon de projecteur et le diriger là où il manque de lumière. Le temps, pourtant, tire ses traits sur le visage. Les trajets sont plus courts, les nuits plus longues. Douglas refuse le drame, il choisit la transmission. Dans des salles moins pleines mais plus attentives, il parle des angles morts du modèle, les soins dentaires, les lunettes, la santé mentale, les médicaments. Il martelait une vérité simple, si votre bouche vous fait mal, votre santé vous fait mal. Si vos pilules coûtent plus cher que votre épicerie, votre système vous a oublié. Il propose une piste concrète, des régimes de médicaments plus ambitieux, négociés à grande échelle, des cliniques communautaires, qui regroupent médecins, infirmières praticiennes, travailleurs sociaux, hygiénistes dentaires, des équipes mobiles pour les quartiers où l'on ne va pas. Il pousse l'idée de l'interdisciplinarité comme on pousse un meuble, non pour changer le décor, pour libérer l'espace. Et parce qu'une vie publique n'est jamais une ligne droite, il y a ces instants où l'ombre de sa faute d'étudiant revient. On ressort le mémoire des années 1930, on le brandit comme un totem. Il n'esquive pas. Il met ce texte sur la table, puis pose, à côté, quelques lois, l'assurance hospitalisation, l'assurance maladie, des régimes d'assurance publique qui brise le lien toxique entre maladie et ruine. Il reconnaît le glissement ancien, cette fascination froide pour un « progrès » qui classe les gens et oppose la chaleur têtue de la pratique, ouvrir des portes plutôt que d'en sceller. Ce n'est pas un plaidoyer, c'est une leçon dure acquise dans la poussière des années 1930 et dans la lumière blanche des salles des attentes des années 1960. Une nation apprend, elle aussi, un homme peut incarner cette courbe. Il y a, au tournant des années 2000, ce moment presque surréaliste pour un pays distrait. On lui propose un jeu sérieux, élire, par vote populaire, le plus grand, parmi ses enfants. Astronaute, Premier ministre, hockeyeur, scientifique, chanteuse, la galerie est brillante. Et pourtant, en remontant à la surface, c'est son nom qui flotte au-dessus des autres. Pas parce qu'il a fait la une chaque matin, parce que sa décision, ancrée dans une prairie, transforme la routine de millions de jours malades. On sait qu'il ne faut pas confondre plébiscité télé et jugement de l'histoire, lui-même aurait souri d'avance, mais ce choix-là a valeur de thermomètre. Quand on demande à un pays ce dont il est le plus fier, il tend une carte plastifiée qui ne porte le nom de personne. C'est peut-être la plus belle des victoires, quand votre héritage survit à votre nom. Pourtant, l'histoire n'avance pas seulement avec des applaudissements. Les années qui suivent charrient de nouvelles secousses, technologies de pointe hors de prix, médicaments biologiques qui coûtent un salaire par mois, diagnostic précoce qui exige des appareils rarissimes. Le modèle universel grogne, se tend. Là où certains voient une occasion pour le marche de compléter, Douglas aurait vu un test, la coopération tient-elle encore? Il y aurait demande des comptes très prosaïques, quel est le prix public d'un médicament si l'on négociait à l'échelle du pays? Combien de carrières d'infirmières peut-on sauver si l'on finance la relève au lieu de multiplier les sauvetages de dernière minute? Où la télémédecine dégageait-elle des minutes, et où ne fait-elle que repousser le problème?
Il n'aurait pas sacralisé 1962, il aurait sacralisé l'intention, réduire la peur, là où elle brûle. Au-dessus de ces débats, un ciel de questions que la politique préfère éviter flotte, le vieillissement, la solitude, la fin de vie. Douglas ne les avait pas éludés, il avait simplement manque d'années pour les serrer comme il l'aurait voulu. Dans un soir de conférence où l'air avait une odeur de craie, il s'était arrêté sur une phrase, on mesure une société à la façon dont elle prend soin de ceux qui ne produisent plus. La salle avait retenu son souffle. Il n'avait pas ajouté d'accent dramatique, il avait posé des chiffres, coût des soins à domicile vs. coût d'hospitalisation, taux d'épuisement des proches aidants, pénurie prévisible. Puis il avait glissé une image, une boîte à pilules hebdomadaire, compartiment du soir vide parce que la personne a préféré payer sa facture d'électricité. C'est dans ce genre d'image que sa voix mordait, on ne peut pas argumenter contre une boîte en plastique. Revenons au plan serre, un bureau de député à la tapisserie délavée, un soir où la pluie dessine des routes sur la vitre. Des bénévoles plient des circulaires, des téléphones sonnent, une cafetière vieux modèle gargouille. Douglas signe des lettres de remerciement, pas des lettres types, des phrases courtes, précises, qui montrent qu'il a lu, qu'il a compris. On lui apporte une pile de dossiers, logement, pension, accès aux soins spécialisés, démarche pour un parent malade. Il ne promet pas la lune, il promet d'appeler. Et il appelle. On découvre alors ce que la légende cache parfois, une discipline administrative. Les grandes idées ne tiennent debout que si les petites tâches les épaulent. Une loi est un squelette, il faut des muscles pour la faire marcher. La santé publique, à laquelle il adonne son visage, montre aussi ses fissures. Les professionnels sont fatigués, les fils s'étirent, la paperasse gonfle. Il aurait pu, vieux, se réfugier dans la poésie du passe, il revient au detail. Il parle d'organiser autrement les soins de première ligne, équipe mixte, horaire étendu, triage intelligent qui évitait aux urgences. De devenir des salles d'attente à tout faire. Il plaide pour des données utiles, pas du flicage de professionnels, des tableaux de bord qui éclairent les décisions. Il propose, encore, d'acheter ensemble ce qui ruine séparément, médicaments, technologie, équipements. Il n'a pas le culte de l'austérité, il a le culte de l'utilité. Sa silhouette se fait plus rare sur les estrades. Quand il prend la parole, parfois au micro d'une radio communautaire dont on devine les grésillements, il s'autorise un rire plus long, une ironie plus douce. Il rappelle qu'il est venu d'un monde où l'on vendait une vache pour payer un plâtre. Si vous ne voulez pas y retourner, dites-le à haute voix et agissez en conséquence, lance-t-il, sans trembler. On entend derrière la phrase non pas une menace, mais un rappel, les acquis n'ont pas de pilote automatique. Et puis viennent les jours plus lents, les petites douleurs qui s'invitent à l'aube. Son pas raccourci, ses doigts tremblent un peu. La voix perd quelques pierres de gravier, conserve le timbre. On le voit s'asseoir avant de répondre. Quelqu'un, un soir, lui demande ce qu'il voudrait qu'on retienne. Il sourit vraiment et répond, qu'on a osé. Oser, pour lui, n'a jamais été jouer les kamikazes politiques, c'était refuser de céder au fatalisme poli qui sert d'oreiller aux injustices. On ne change pas un pays en criant, on le change en tenant bon quand la pie se vide. Le dernier mouvement de cette histoire n'est pas un requiem, c'est un fondu. On n'entend pas un « Amen », on entend un bruit de papier, le froissement d'une facture qu'on ne paiera pas seul. Dans un salon, en hiver, une grand-mère explique à sa petite-fille pourquoi elle garde sa carte d'assurance sur le frigo, aimant en forme d'élan par-dessus. « Parce que c'est ton grand-père » demande l'enfant, confuse. « Non, ma chouette. Parce que, quand j'ai mal, je la prends, je m'assois, et j'attends un peu moins. » Ce « un peu moins » est la somme d'une vie de compromis, d'affrontements, d'échecs, de victoires, c'est un clou de plus dans la porte qu'on refuse de refermer. On ferme les yeux, on rembobine. Le lit d'hôpital d'enfants et la jambe sauvée, la poussière des prairies qui blanchit les rebords de fenêtres, la salle paroissiale. Où l'on part autant de blé que d'évangile, l'assemblée de la Saskatchewan, la grève de médecins, l'accord gribouille au marqueur. Bleu, Mooseland, raconte 100 fois sans baisser d'intensité, la solitude d'un vote contre la loi sur les mesures de guerre. Les fiches grises d'un service de sécurité obsédé, les rires dans une cuisine familiale, un studio de radio qui sent les toupes et le café. La trajectoire n'est pas une autoroute, c'est un chemin de concession avec des ornières, des fosses, des arbres qui penchent. Ce qui frappe, en le revoyant,
c'est la constance de la boussole. Toujours revenir à la question qui fend la pisse en deux S. Que cette décision, demain, réduira la peur de quelqu'un. Alors, oui, gardons les contradictions à l'écran. L'étudiant qui a flirté avec le pire et l'homme d'État qui a tenu le meilleur dans sa main, le pasteur qui a appris à compter, le politicien qui a appris à se taire, le stratège qui a appris à s'effacer. C'est peut-être pour ça qu'on l'a choisi, un soir de télévision, comme le plus grand. Pas pour la perfection, pour la trajectoire. On ne demande pas aux héros d'être sans tâche, on leur demande de laisser un sillage praticable. Et puisque nous parlons d'héritage, arrimons-le au présent, sans lyrisme inutile. Le Canada affronte des listes d'attente, des déserts médicaux, des budgets qui crissent. La tentation du court-circuit est toujours là, laissez donc le prive prendre ce qui déborde. La voix de Douglas, si elle devait traverser la cloison du temps, ne ferait pas une harangue, elle poserait 3 questions. Qui reste dehors quand on accélérait pour certains? Qu'est-ce qui est plus simple à administrer sur 10 ans, pas sur 2 mois? Où la coopération crée-t-elle de la valeur là où la compétition n'offre que des reflets? Ces questions n'ont rien de doctrinal, elles ont tout d'un test de résistance. Un système digne de ce nom n'est pas celui qui brille, c'est celui qui ne casse pas sous la pression. Le rideau ne tombe pas sur une statue, mais sur une scène quotidienne, une clinique de quartier, un mardi de pluie, des bottes mouillées. Aligné à l'entrée, un distributeur de numéros qui claque, un enfant qui demande s'il y aura un petit piqûre, une main d'adulte qui serre la sienne. On entend, très doucement, un mot qu'on ne prononce pas assez souvent dans ce contexte, confiance. Ce qu'a construit Douglas, avec d'autres, c'est un pacte fragile où l'on accepte de payer pour la santé de gens qu'on ne verra jamais. C'est la forme la plus exigeante de la citoyenneté, c'est aussi la plus humble. Elle ne demande pas qu'on applaudisse, elle demande qu'on tienne. Et pour finir, revenons à ce couloir d'hôpital où nous avions laissé l'homme au gobelet à moitié plein. Il s'arrête une dernière fois devant un panneau d'affichage où l'on a punaise des cartes d'anniversaire faites à la main pour le service de pédiatrie. Des soleils au feutre, des arcs-en-ciel, des lettres tremblées, merci. Il sourit. Pas le sourire d'un vainqueur, le sourire simple de quelqu'un qui reconnaît sa maison. Puis il déposait, discrètement, son gobelet dans une poubelle de carton. Geste dérisoire? Pas tant que ça. Toute sa vie, il a place des choses à l'endroit où elles servent, des mots, des budgets, des lois, des limites, des promesses. Le gobelet suit le mouvement. Maintenant, la caméra s'éloignait, l'image granule. On garde, comme une chanson qui traîne après l'émission, 2 refrains, on ne laisse pas la maladie décider de la ruine, et on ne laisse pas la peur dessiner la loi. C'est peu, diront certains. C'est la différence entre un pays qui serre les dents et un pays qui ouvre les bras, dirait-il. Entre les deux, il a choisi, et il nous a appris à choisir.